Et pour continuer cette matinale, eh bien, le mercredi, deuxième permanent, que vous avez l'habitude de voir maintenant, et je sais que vous êtes toujours content de le revoir pour traiter de l'actualité américaine, ou en tout cas utiliser l'expérience américaine que notre invité a pour pouvoir, eh bien, aller plus en profondeur sur des sujets qui font beaucoup parler, ou d'autres qui méritent d'être découverts par le public français. Eh bien, c'est John de la chaîne Point de Rupture pour la chronique du Point de Rupture. Bonjour, John. Bonjour Raphaël, comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien et j'ai hâte que l'on puisse développer les sujets que l'on a sélectionnés pour cette chronique. Le vendredi 14 novembre a été un jour important en termes d'annonces et de grands titres. Nous avons Donald Trump qui a décidé de remettre une pièce dans la machine qui fait énormément parler, qui crée beaucoup de divisions et qui suscite beaucoup de commentaires au sein du mouvement MAGA et à l'extérieur, dans la machine Epstein. On a Donald Trump qui a exigé donc une enquête sur les liens entre Jeffrey Epstein et d'autres démocrates, mais surtout la famille Clinton. Ce ne sont pas les seuls éléments qu'il faut retenir de ces différentes annonces, mais voilà, le pavé dans la mare arrive à nouveau, ça va beaucoup faire parler, mais la première question que je me dois de poser, donc John, c'est qu'a dit exactement Trump? Qu'est-il en train de se passer avec cette affaire Epstein qui est citée à nouveau par Donald Trump? Eh bien, Trump a réagi, parce qu'on se demande toujours est-ce qu'il va réagir ou pas pendant 3 ou 4 jours, ou même une semaine, il ne réagissait pas. Et on connaît les habitudes de Trump, c'est de contre-attaquer. Et si on le frappe, Trump frappe 10 fois plus dur. Il avoue, c'est comme ça qu'il le fait, etc. Mais avant de dire comment il a réagi à tout ça, on a besoin de comprendre pourquoi l'affaire Epstein est en train d'être mise en avant. C'est une stratégie des démocrates et de la presse, des médias qui soutiennent les démocrates, pour dérouter toute la politique de Trump. Pourquoi? Ben parce que ils ont décidé de remettre le Epstein et de suggérer qu'il y a des liens qui sont en train d'être cachés par Trump, etc., etc. C'est toujours la même histoire. Mais comme c'est quelque chose que le Congrès avait déjà, et là, on n'est pas en train de parler du département de la justice, on a parlé du Congrès. Donc, c'est pas pour découvrir une enquête sur ce qui s'est vraiment passé, ni quoi que ce soit. C'est uniquement pour attaquer Trump. Et donc, les républicains ont dit, ben, les démocrates avaient ça pendant 4 ans à l'époque de Biden, et ils n'en ont jamais parlé. Et s'il y avait quelque chose vraiment où Trump aurait pu être fragilisé, ben on l'aurait su parce qu'il l'aurait utilisé contre Trump pendant les élections, etc. Comme ils étaient au courant de ce qu'il y avait dans ces emails de Epstein, ben, il n'y avait rien. On sait que tout ceci vient d'être dénommé Wolf, qui a toujours haï Trump et qui cherchait à mettre des choses en avant avec d'autres démocrates, etc. Et là, les démocrates disent, ben, les républicains ne veulent pas la publier. Il n'y a rien de plus faux. Il y a un représentant, un congressman républicain qui avait donc présenté un projet de loi pour divulguer toute la liste d'Epstein. Il s'appelle Burchett. Et pour que ça soit fait, ça fait partie des règles internes du Congrès. Il faut que le Congrès vote à l'unanimité pour que ça soit dévoilé. Et là, les démocrates ont voté contre. Mais c'est également dans les habitudes du Congrès de ne pas dévoiler qui vote pour, qui vote contre dans ces cas-là. Donc, les démocrates se cachaient derrière tout ceci. Mais il y a quand même eu des fuites et maintenant on sait ce qui s'est passé, mais les médias mainstream n'allaient pas en parler. Alors, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Ben, ils cherchent surtout à faire des liens entre Trump et Epstein. Alors qu'on sait que Trump était la première personnalité à avoir dénoncé Epstein. Il l'a viré de Mar-a-Lago il y a une quinzaine d'années déjà. Il y a eu des tas de cas dans ce style-là, et même dans les emails qui sont dévoilés en ce moment, on voit le degré de haine que Jeffrey Epstein portait à l'encontre de Trump. Mais on va croire Epstein, qui n'est même plus là pour le nier ou quoi que ce soit. Et pour montrer le degré de manipulation qu'il y a là-dedans, ils ont republié des choses sur Virginia Giuffre, sur ce qu'elle disait, etc. Et on parle d'elle sans parler même du livre qu'elle avait écrit.
Et son nom était redacted. Son nom était noirci. On ne voyait même pas que c'était son nom pour qu'on laisse supposer d'autres choses, etc. Donc, c'était vraiment de la manipulation de l'information. Et Trump, moi, je m'attendais à ce qu'il réagisse tout comme il a réagi face à la BBC. Et la BBC a demandé pardon pour ce qu'elle avait fait, etc. Mais Trump n'accepte pas les excuses et continue l'attaque en justice contre la BBC. Et là, il a dévoilé encore d'autres choses, etc. Parce qu'il a raison, il y en a marre de chercher à se faire manipuler de cette façon-là. Alors, qu'a fait Trump? Trump s'est dit, maintenant que les mainstream parlent de Epstein, et on ne peut même pas parler de toutes les autres bonnes choses qui se font derrière dans l'administration Trump, de tous les gains qu'il y a, c'est tellement fort que même au sein des républicains et au sein de la population d'une façon générale, les gens sont focalisés sur Epstein. Pourquoi? Parce que quand il y a du sang, il y a un intérêt, il y a trop de gens qui suivent les crimes et des choses comme ça, etc. Et ça plaît aux gens. Et donc là, Trump s'est dit, je vais contrecarrer. Donc, il a fait une demande auprès de son DOJ, Department of Justice, c'est-à-dire au ministre des Sceaux, de la Justice, d'établir tous les liens à partir de ces emails qu'il y a entre Epstein et les Clinton et John Brennan, etc., etc. Parce que ça, on sait déjà. On sait que, par exemple, Clinton est allé 24 fois au moins de ce qui a été prouvé sur la fameuse île et sur le Lolita Express, hein, l'avion qui les amenait là-bas. Et donc, lui parle de ça, mais également, et ça c'est très intéressant, il a demandé à ce qu'on enquête sur les liens entre Epstein et les banques, la JP Morgan et la Chase. La JP Morgan, c'est la plus grosse banque d'affaires aux États-Unis, et la Chase, c'est la plus grosse banque commerciale aux États-Unis. Oui, je crois que la Chase est juste devant la Bank of America. Et donc, il est en train de s'attaquer à l'establishment et à l'état profond dans toute sa splendeur. Ce qui, pour moi, veut dire qu'il est en train de prendre des risques, et des risques énormes par rapport à sa propre vie, par rapport à d'autres choses, parce que les gens qui sont effectivement très dangereux, et on le sait parce qu'ils tombent très vite, c'est les gens qui vont s'attaquer aux banques, qui vont s'attaquer aux fonds, etc. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'ailleurs de John Fetterman, le sénateur de la Pennsylvanie, qui était malade quand il s'était présenté, il y a des choses qui n'allaient pas chez lui, etc. Et même à tort, beaucoup de républicains se moquaient de lui, et lui s'est retrouvé en train de voter quasi systématiquement avec MAGA. Et c'est lui, du côté démocrate, qui a amené les autres démocrates à voter pour la fin du shutdown. On en avait parlé le jour. Tu sais ce qui est arrivé à John Fetterman? Alors, je ne veux pas rentrer dans une théorie complotiste. Il y a 2 jours, il est tombé et apparemment, il a eu un problème cardiaque, etc. Dans des situations habituelles, moi, je dirais coïncidence. Mais il y en a marre de voir trop de coïncidences dans ce style, tu vois. Et aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri sur des phénomènes. On accusait systématiquement à l'époque l'Union soviétique ou l'Allemagne nazie, etc., de fonctionner comme ça, avec des tueries par empoisonnement, etc. Aujourd'hui, on est en train de découvrir que l'OSS, qui est l'antécédent de la CIA, procédait exactement de la même façon et que ça se faisait de cette façon-là. Il y a John Kiriakou qui vient de dévoiler beaucoup de choses qui se faisaient dans l'OSS et que la plupart des gens de petits coups d'État en Europe étaient organisés par des soldats américains qui avaient été laissés derrière et qui étaient un genre d'activité terroriste à l'intérieur de l'Europe, sponsorisé par les Américains. Pour les férus de l'histoire, je vous rappelle tout le phénomène d'Aldo Moro en Italie, etc., etc. Tout ça, ça faisait partie du même genre de choses. Donc, peut-être, je ne le souhaite pas, mais peut-être qu'on n'est pas très loin du fait qu'il va y avoir des rebondissements de ce genre aux États-Unis. Alors,
Que va faire Trump par rapport à tout ça? Ben, apparemment, il n'a pas froid aux yeux et il y va. Et il y va à fond. Et je crois que c'est le seul qui va pouvoir contrecarrer toute cette désinformation, parce que c'est effectivement un phénomène de désinformation. Avec l'IA, on va avoir de plus en plus de trucs bizarroïdes qui vont passer. Et surtout en termes de vidéos, il y a une vidéo qui est sortie de Trump en déshabillé, avec J.D. Vance en déshabillé, en train de faire l'amour, quoi. Ah, je n'ai même pas vu. T'as pas vu? Non. Alors va voir sur, tu mets Trump, J.D. Vance et South Park. South Park, la série South Park et tout ça, etc. Parce que dans la série South Park, ils ont fait ça, mais en Ah même oui. temps, il y a des gens qui ont sorti des images truquées par l'IA dans le même style, tu vois. Et même si c'est faux, on sait que ce que tu vois, tu ne peux plus le dévoir, c'est-à-dire l'effacer de ta mémoire. Et tu l'as trouvé? Oui, Ça, je l'ai trouvé, c'est bon, je ouais, l'ai ouais. vu. Oui. Tu vois, ben, tu fais bien de me rappeler, parce que parfois, j'oublie également de citer des sources, etc. Mais Et ça permet aussi de faire un rappel complémentaire. On vient de citer South Park, qui est extrêmement connu et je pense aussi apprécié par de nombreuses générations pour leur humour décalé et leur critique. Mais ce qu'il faut vraiment observer, c'est leur engagement politique qui a été extrêmement clair. Lorsque Joe Biden était président, il n'y a eu quasiment rien de produit par South Park pour pouvoir critiquer Joe Biden, alors que pourtant il y avait beaucoup de matière à exploiter, je pense, sur son état de mort cérébrale. ouais. Il pouvait y avoir beaucoup de choses, mais par contre, dès que Trump a été élu à nouveau, là, il y a eu une production vraiment massive. Pourquoi citer ça? C'est qu'on sait que la guerre informationnelle, c'est aussi de la guerre culturelle, et, Ouais. des personnalités, des groupes, des médias, des producteurs, ben, peuvent révéler, on va dire, leur idéologie, leur positionnement. C'est leur droit d'être contre Donald Trump. Bien sûr. Mais on voit le deux poids, deux mesures en termes de traitement pour une structure comme celle de South Park qui se revendique comme étant un petit peu plus punk et à vouloir critiquer absolument tout, ce qui n'est pas vrai. Alors qu'il y a des organisations humoristiques, j'oublie le nom, quelque chose B, tu vas peut-être connaître. Babylon Bee? Hein? Le Babylon Bee? Babylon Bee, ouais. Oui. Et eux qui sont plus de droite et de surcroît chrétiens, ils viennent de faire des choses en train de critiquer Trump aussi. Ils sont très très drôles d'ailleurs. Et donc, ils vont fonctionner dans les deux sens, etc. Donc, bon, tout ça pour dire que la guerre, de plus en plus, est une guerre de l'information. Mm. Et ça va être une guerre de l'information et une guerre cybernétique. Moi, j'ai parlé je crois que vous en avez fait sur Géopolitique Profonde, une matinale vendredi matin dernier sur ce que Lavrov avait dit, ce que la Russie avait dit sur les interventions britanniques et la façon dont la Russie a déjà réagi en montrant qu'elle avait une capacité à faire plier les genoux à l'Occident sur le plan cybernétique. Et c'est vrai. Mm. Et je crois que le chutzpah, pour utiliser un mot yiddish, l'arrogance alors quand j'utilise des mots yiddish, je rassure tous nos auditeurs, etc. Non, 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 j'ai aucune racine juive. Mais comme j'ai grandi à New York, on ne peut pas s'empêcher d'avoir beaucoup de yiddish dans le langage. Ah, ça fait On partie appelle ça un clin d'œil. Voilà. donc voilà. Et donc, il y a une arrogance de l'Occident, de l'Ouest envers la Russie, qu'on croit être des sous-fiefs, etc. Et aujourd'hui, je crois que cette arrogance s'étale un peu partout. Elle s'étale également dans les milieux soi-disant conservateurs, mais vraiment des néocons aux États-Unis. J'ai vu encore que ce soit Piers Morgan, qui est un Britannique, qui était en train d'interviewer Bill O'Reilly, qui est un ancien néocon, etc. Et il se moquait de Nick Fuentes, des gens comme ça, etc. Je crois que pendant un certain temps, oui, ça va faire un genre de clivage
dans la droite américaine. Mais je crois que c'est sain parce que le côté idéologique va être renforcé, va être amené à forcer même les forces MAGA, dont Trump, à écouter l'idéologie du peuple, de la base. C'est pas que je pense pas que Trump s'en éloigne ou il cherche à s'en éloigner. Il est obligé d'être au four et au moulin, comme on dit, en même temps, parce qu'il est dans une position managériale. Il n'est pas dans une position idéologique. Donc, et le fait qu'il soit obligé de reprendre des positions de bataille sur le terrain, et c'est pour ça qu'il contrecarre, qu'il réattaque sur les Clinton, sur tout ceci, ça va être bon. Parce qu'il n'y a que lui qui a éventuellement la puissance de reprendre la une des journaux, comme on dit. Hein, parce que sinon, les démocrates ont été très habiles dans le fait d'occuper cette place qui a été cédée parce qu'il y a trop de républicains qui sont des gentils et qui n'arrivent pas à avoir assez de mordants et à rentrer dedans. D'ailleurs, Raphaël, quelque part, tu m'as même suggéré que moi, je n'en avais pas non plus assez, parce que tu connais mes convictions sur certains points, mais j'ai tendance à prendre un peu de recul. Je ne sais pas si c'est dû à mon âge ou à quoi que ce soit d'autre, mais je ne veux pas passer à des conclusions hâtives pour ne pas tomber dans du complotisme vide, même si je pense que la plupart des complots dont on a parlé il y a quelques années se sont avérés vrais quelques années plus tard. Et c'est moi-même, je suis rentré dans un certain éveil par certains complots, dont un pour moi, c'était le 11 septembre 2001, où il y a des choses qui clochaient, ça n'allait pas. D'ailleurs, Trump également a tout de suite dit, mais un avion ne peut pas pénétrer dans un bâtiment. Il connaît la construction, etc. C'était impensable. Et pour moi, c'était d'autres aspects. C'était l'aspect que dès le 12 septembre, le gouvernement avait pondu une nouvelle loi sur le Homeland Security en l'espace de moins de 24 heures, et c'était un pavé de 1400 pages. Non, je suis désolé, personne n'est efficace à ce point-là, et surtout que ça sortait des mains de Dick Cheney, qui, au moment du 11 septembre, avait pris un pouvoir démesuré. Dick Cheney, qui était un des acteurs principaux déjà, alors qu'il était vice-président sous Bush fils, il avait été ministre de la Défense sous Bush père et très impliqué dans ses relations avec Netanyahou, qui était ministre de la Défense également, à l'époque de la première guerre du Golfe en 91. Donc, parfois, on a besoin de revenir en arrière pour identifier, etc. Je sais Et on pourra rajouter à ce sujet du 11 septembre aussi que sans avoir besoin de partir dans des longues enquêtes et essayer de retracer tous les éléments qui sont très nombreux d'incohérence ou même essayer de pondérer la valeur de certaines informations qui ont permis des actions politiques ou autres, je conseille à tous ceux qui ne l'ont peut-être jamais fait d'écouter un des principaux concernés, c'est-à-dire écouter toutes les interviews de Larry Silverstein, qui raconte sa relation au fait d'être propriétaire de ses deux tours, de sa journée de travail qui lui a évité justement de subir lui-même cet attentat. Écoutez-le et à partir de là, bon, vous pouvez vous faire votre propre idée. Et du fait qu'il avait doublé la valeur en assurance juste avant. Voilà. Donc, et comment il remercie sa femme d'avoir eu un rendez-vous chez le dermatologue, alors que normalement, il a un rituel qui ne se brise absolument jamais pour constamment aller travailler. Enfin bref, voilà. Je conseille à tout le monde de regarder ces entretiens. Ça permet de poser des bonnes bases. Et là, on parle d'une personne qui est directement concernée. Ça évite d'aller immédiatement sur des éléments qui peuvent être plus complexes à analyser, voire même à transmettre autour de soi. Revenons sur les bases et il y a déjà beaucoup de matière à exploiter. Il y a beaucoup de bases très évidentes. Il y avait également la BBC qui était en train d'annoncer en première, avant même les chaînes américaines, la chute du troisième bâtiment, celui de 47 étages, à 17h, heure de New York, avec des journalistes qu'ils avaient, des reporters, qui étaient en train d'en parler, alors que le bâtiment était encore debout derrière eux, et ils venaient d'annoncer la chute.
Et derrière eux, ensuite, on a vu le bâtiment s'écrouler, mais il avait déjà annoncé. Bon, c'est concours de circonstances, coïncidence, etc. Au bout d'un certain temps, il y en a marre, quoi. Et donc, etc. Alors, je voulais quand même passer sur un autre sujet, mais qui est le même. Sachant que après, j'aurais une question à poser sur le sujet Epstein. Ce serait une sorte de parole à la défense, et j'aimerais bien avoir ton avis sur cette question-là. Ah ben vas-y, je t'écoute d'abord là-dessus. Bah, alors, donc là, nous avons Trump qui exige une enquête. Donc, on verra comment cette enquête évolue, sans forcément rentrer dans le camp des démocrates qui font preuve d'une certaine schizophrénie, j'ai envie de dire, c'est-à-dire lorsque Trump n'était pas au pouvoir, l'affaire Epstein n'existait pas. Lorsque Trump est arrivé au pouvoir, l'affaire Epstein est devenue officielle, a été officialisée du jour au lendemain, alors que normalement c'était du pur complot. Donc, sans rentrer dans ces détails-là, de savoir est-ce qu'il veut détourner l'attention de ses propres liens à lui ou non, ce qui est une position étrange, je trouve, du camp démocrate. Nous avons les résultats de l'administration Trump qui sont extrêmement décevants objectivement. Je rappelle, on a eu Kash Patel qui a eu une audition à la mi-septembre de cette année devant le Sénat, où il a dû se justifier de différents de ses actions actuelles au sein du FBI sur de nombreux sujets. On a même fait une émission spéciale sur la Chine avec Alex de la chaîne Reporter File, que j'invite les gens à regarder, car Kash Patel déclarait que selon les sources du FBI, la Chine était l'ennemi principal des États-Unis et voulait dominer le monde. Donc il y a eu plein de déclarations intéressantes. Et évidemment, il y a eu le sujet Epstein, et on se souviendra tous donc du positionnement de Kash Patel qui avait promis initialement d'amener la justice sur cette affaire et de vraiment aller jusqu'au bout. Du jour au lendemain, une fois qu'il est devenu directeur, il a expliqué qu'il n'y avait pas de liste, qu'il n'y avait pas de personnes qui pouvaient être condamnées dans cette affaire, que Epstein s'était effectivement suicidé. Ensuite, on reçoit une vidéo qui a été en partie montée, pile poil sur l'horaire du décès. Donc, énormément de déclarations totalement contradictoires, extrêmement décevantes et qui trahissent intégralement la parole et les promesses de Kash Patel avant qu'il soit nommé à la tête du FBI, mais aussi de d'autres personnalités politiques. Quand Trump a décidé d'amener le sujet Epstein sur le devant de la scène, on a vu des éléments de langage qui étaient curieux à observer, c'est-à-dire il n'a pas voulu respecter la parole MAGA, c'est-à-dire de vouloir révéler la liste des clients de Jeffrey Epstein. Il a décidé de transformer ça en arnaque des démocrates pour pouvoir attaquer donc le clan Obama et là maintenant le clan Clinton. Et on voit d'ailleurs une nouvelle étape qui se développe. On rappellera que Tulsi Gabbard avait publié en juillet dernier un rapport sur l'affaire du Russiagate qui veut accuser donc le clan Obama d'avoir commis un acte de sabotage extrêmement important au sein de la sécurité nationale contre Trump. Donc on voit des opérations de Trump, comme tu l'as dit, qui n'a pas d'idéologie. Je pense que c'est bien de le rappeler, c'est-à-dire qu'il gère une administration et il a surtout des ennemis politiques. Donc là, lorsqu'on interprète la chose de cette manière, on voit que Trump a des ennemis qu'il cherche à combattre, d'autres à abattre, et comme il n'a pas d'idéologie, il n'est pas porté comme de nombreux spectateurs, sur le fait de vouloir amener la vérité sur l'affaire Epstein. Donc là, quand on voit certes des commentaires de médias américains comme Politico ou d'autres qui disent que Donald Trump souhaite détourner l'attention, malheureusement ils disent c'est de sa propre implication dans l'affaire. Est-ce que, objectivement, John, Donald Trump ne détourne pas, là encore, l'attention ou alors utilise l'affaire Epstein d'une manière même plutôt indécente, c'est-à-dire purement pragmatique pour combattre ses ennemis et non vouloir démanteler un potentiel réseau de manipulation, de chantage à la tête de l'État et même potentiellement pédocriminel. Mais si je me mets à la place de Trump, il comprend qu'aujourd'hui, l'affaire Epstein est utilisée pas pour aller dans le fond de l'affaire Epstein, de ce qu'il a fait, de ce qu'ont fait les pédocriminels, etc., mais ça va être uniquement utilisé par les médias et par le Parti démocrate pour chercher à blâmer Trump pour des choses et à soulever des idées où les gens vont contre-attaquer. Bien sûr, ça m'a surpris de voir l'action de Kash Patel. Mais est-ce qu'ils se sont rendus compte que, en fin de compte, dans la liste Epstein, il n'y avait pas grand-chose et dans les emails également, il y a tellement de choses que les démocrates vont prendre un centième ou un millième et vont focaliser là-dessus sans regarder tout le reste qu'il y a. Parce que Epstein expliquait qu'il n'y avait pas, dans certains de ses emails, une bonne cellule dans le corps de Trump. On voit la haine qu'il portait à Trump.
Alors, est-ce que c'est parce que Trump l'avait rejeté, etc. Mais moi, j'avais tendance à apprécier le fait que Kash Patel disait qu'il allait faire toute la vérité. Dan Bongino, son numéro 2, également. Tulsi Gabbard, également. Pam Pam Bondi, Bondi. elle est plus faible. J'aurais préféré Matt Gaetz à l'époque, etc. Donc, Et ce que je tiens à dire, excuse-moi John de te couper sur ce point, ce sera qu'une seule fois. N'oublions pas les interventions télévisuelles de Pam Bondi qui avait expliqué que la liste des clients Epstein, le dossier Epstein était sur son bureau, oui. et qu'ils allaient l'éplucher. Quand on a ce type de déclaration, quand on a eu toute l'évolution, donc là qu'on a essayé de rappeler, bon, de manière certes un peu générale, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements, mais ça s'est passé plutôt dans cet ordre-là. Est-ce que il ne faudrait pas plutôt naturellement penser que une fois la liste des fameux clients, relations ou autres, parce que d'ailleurs ce n'est pas que des clients, Epstein avait un réseau simplement immense, tout le monde voulait passer du temps avec Epstein qui avait un réseau et une possibilité de financement énorme, c'est-à-dire que c'était une personne avec qui des personnes avaient simplement eu des relations purement professionnelles sans forcément rentrer sur le sujet de l'île, etc. Est-ce que ce n'est pas simplement que dans cette liste qui existe effectivement, eh bien, il y a beaucoup de personnalités républicaines qui pourraient se retrouver donc pointées du doigt et touchées par cette affaire, et donc Trump et son administration ne peuvent pas la sortir parce que sinon ce serait compromettre de nombreux de leurs collaborateurs et mettre en danger leur administration. Je pense qu'effectivement, s'ils rendent la liste publique, une liste publique ne veut rien dire. C'est la façon dont elle va être reprise par les médias. Ce n'est pas une question de vérité, c'est une question de quelle vérité va être reprise et qu'est-ce qui va être mis en avant. Ce sont les titres. Et là, on est en train de se battre. Il faut penser également aux prochaines élections en novembre 2026. Pour Trump, c'est fondamental qu'il puisse conserver le Congrès et le Sénat. Sinon, il ne pourra plus rien faire. Ils vont en train de chercher à le impeach en permanence, etc. Et il ne pourra pas se battre là-dessus. Et je crois qu'il est conscient sur ce plan-là. Et donc, quelque part, révéler la liste, les gens vont dire, bah oui, mais il a révélé la liste. Et regardez ça. Et là, ils vont pointer du doigt certaines personnes qui peut-être ont fait, et même sans doute ont fait des trucs indécents, soit sur le plan personnel, pédocriminalité ou sur le plan financier avec Epstein, et qui se trouvent du côté républicain. Mais les médias vont utiliser surtout cela pour les renverser et vont se taire sur le reste. Je pense que c'est ça. En même temps, avec tous les gens que tu as cités, que ce soit Kash Patel ou son bras droit Dan Bongino fait une annonce il y a quelques semaines qu'il a repris pendant la semaine dernière de nouveau. Il a dit « J'ai vu des choses qui m'ont secoué dans le plus profond de mon être, to my core », comme il disait, au plus profond de mon être. Et pour que Dan Bongino dise ça, ça a dû être quelque chose de très important. Alors, est-ce qu'il va en parler ou est-ce que c'est de la mise en scène de nouveau? Dan Bongino ne me semble pas être le genre de personne à vouloir faire de la mise en scène. De la part de son passé, ce qu'il a fait, il était toujours été du côté de l'ordre, de la loi, etc. Et il a servi comme garde du corps rapproché d'Obama. Pas qu'il était pro-Obama, mais c'était son boulot, donc il allait le faire, etc. Et je rappelle à tout le monde qu'il avait un podcast qui était d'une très grande réussite et qu'il a arrêté et il a sacrifié pour venir dans un boulot de fonctionnaire, quoi, etc. Donc, c'est quand même différent. Tulsi Gabbard également, je lui fais énormément de confiance sur tout ce qu'elle est en train de faire. Elle continue à ouvrir beaucoup de plans, mais je rappelle que tous ces gens-là n'ont aucune capacité d'incrimination, n'ont aucune capacité de mise en place juridique de quoi que ce soit. Tout doit passer, que ce soit Tulsi Gabbard, Kash Patel, Dan Bongino, tout doit passer par Pam Bondi, qui est le secrétaire à la justice, la garde des Sceaux. Donc, il n'y a que comme ça, on appelle ça également le procureur général des États-Unis. Et tout doit passer par elle. Et elle, j'ai nettement moins confiance dans ses capacités à faire des choses. En même temps, c'est normal que Trump soit conscient
de la façon dont tout ce qui va être rendu public puisse être manipulé. Et je crois qu'il avait peut-être anticipé là-dessus, peut-être avec les conseillers autour de lui, etc., ce qu'il y a des bons, des mauvais. N'oublions pas qu'il y a pas mal de gens qui ont rejoint le gouvernement Trump qui étaient d'anciens démocrates. Et je les crois très loyaux, hein, style Robert Kennedy, style Tulsi Gabbard. Ils sont très loyaux, même si c'est des anciens démocrates. Mais les gens se déplacent souvent avec des cabinets et des gens qui travaillent autour d'eux, qui ont l'habitude de l'état profond, etc. Et on ne peut pas toujours compter sur eux. Et donc ça, il faut tenir compte de leur existence. Donc, je crois que là, il y a un bras de fer de communication qui est en train de s'organiser. Je dis toujours qu'aujourd'hui, la guerre réelle, c'est la guerre de l'information. Hein. C'est qui maîtrise l'information. C'est pas seulement ce que le communique, mais comment on va la maîtriser. Et les grands médias, même si les médias alternatifs sont en train de prendre de plus en plus de force, et c'est pour ça que je me réjouis de gens comme Tucker Carlson aux États-Unis, comme Nick Fuentes, même comme Candace Owens et comme Benny Johnson, comme beaucoup d'autres, le fait que eux sont en train de monter, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais eux vont influencer des gens qui sont vraiment impliqués dans la politique, notamment une certaine jeunesse, etc., mais qui peut être très rapidement désillusionné par rapport à Trump, parce que tout ce que les grands médias vont dire, ça va être répété, 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 et c'est en train de se faire au point où les vrais conservateurs, pas les néoconservateurs, sont sur la défensive. Et ça, sur le plan stratégique, les démocrates ont pris les dessus là. On va voir quelles vont être les réactions à ce qu'a dit Trump et le fait il n'a pas seulement accusé les gens, mais il a demandé officiellement à ce que son ministère de la Justice s'en occupe. Est-ce qu'ils enquêtent là-dessus? Maintenant, on sait que la justice américaine est très lente. Par exemple, on ne parle plus de certaines des accusations contre Brennan et tout ça qui ont été faites il y a environ un mois, qui étaient passées de Tulsi Gabbard à Pam Bondi, mais on sait que le fait d'organiser un grand jury, on avait parlé du fonctionnement des grands jurys auparavant dans une autre émission des nôtres, mais ça prend, dans le meilleur des cas, 8 mois. Donc, il ne faut pas s'attendre à se dire on n'est pas dans une structure dictatoriale. On dit voilà la décision, puis maintenant c'est fait, on les vire. C'est pas comme ça que ça se passe, pas du moins dans la lenteur de la jurisprudence américaine. J'ai une dernière question avant de te laisser, John, aborder un autre point que tu souhaites aborder, mais quand on explique les choses sous ces angles différents, qui me semble toujours important de rappeler, c'est-à-dire déjà, il y a donc des spectateurs qui ne sont pas américains et qui observent ces affaires. Donc, et qui ont un avis tranché sur l'affaire Epstein. Ils ne sont ni citoyens américains, ni au sein de l'administration américaine actuelle, enfin l'administration Trump ou même le pouvoir politique. Nous sommes des observateurs, commentateurs. Ensuite, même au sein de la société américaine, il y a des personnes qui sont plutôt donc des observateurs, influenceurs, intellectuels. Ils ne sont pas dans le rôle de l'engagement politique où ils ont des responsabilités qui très rapidement, selon là où on est situé, eh bien, on va avoir comme mission de se focaliser sur des sujets qui peuvent être finalement plus ancrés dans le réel. C'est là où je commence à préparer ma question. C'est-à-dire, on va avoir quelqu'un qui va s'occuper de l'intégralité des transports aux États-Unis, quelqu'un qui doit s'occuper de l'environnement, des ressources, qui doit s'occuper, donc aussi on parle de la santé, de s'occuper par exemple, là où Kash Patel fait un véritable bon travail, c'est vrai que sur la réduction de la criminalité de certains réseaux criminels en termes de drogue, ou même on parle d'agression sexuelle, justement, le fait d'avoir retrouvé des enfants disparus ou d'avoir arrêté des personnes qui étaient en récidive, qui étaient recherchées, etc. Donc, on a plein de tâches une fois qu'on est responsable d'un domaine qui font que on ne peut peut-être pas, et là vient ma question, avec tout ce qui a été dit, est-ce que ça veut dire finalement, même si c'est très pragmatique de dire ça, que lorsqu'on est à cette échelle-là de pouvoir et de gestion, quand on voit la crise américaine, la tentative de révolution pour sauver l'empire américain, Trump veut sauver l'empire américain, il veut pas sauver la France, il veut pas sauver l'Europe, il veut sauver ce qui est vraiment la puissance américaine. Est-ce que l'affaire Epstein est tout sauf l'alpha et l'oméga, et c'est même un sujet qui est véritablement annexe face
à la grandeur de ces ambitions-là, de C avec un C et non pas un S, de ces ambitions-là pour sauver un pays? Est-ce qu'il ne faut pas le considérer, est-ce qu'on peut se permettre de le considérer de cette manière quand on veut comprendre une administration? Ou est-ce que Tout là, à ce que je dis fait. là, Et tout à fait. Je crois que tu as mis le doigt dessus complètement. Et c'est pour ça que Trump a utilisé le mot hoax en anglais, qui veut dire c'est un mensonge trafiqué, etc. Parce que pour lui, dans l'ampleur générale, l'affaire Epstein aujourd'hui n'est pas importante. Même si la population veut du sang et veut voir qui était lié à Epstein, etc., c'est pas ça qui va résoudre les problèmes aujourd'hui. Alors peut-être que ça, avec la lenteur de nouveau de la loi américaine, il y a quelque chose qui va se faire à ce niveau-là. Et je crois que Trump veut quand même, parce qu'il s'attaque à Brennan, il s'attaque à Clinton, il veut faire quelque chose par rapport à ça, mais il sait qu'il ne va pas y avoir des résultats rapides. Nous, on a l'habitude, nous, le public, de façon générale, a l'habitude que les choses se résolvent en 1 heure ou 2 heures, que ce soit une émission télé ou que ce soit un film. Tout va se terminer en 2 heures. Ben, dans le monde réel, il ne fonctionne pas comme ça. C'est bien, bien plus complexe, même si on croit le comprendre, parce qu'on sait toujours qu'il y a une structure qui remonte au moins à Shakespeare, sinon à Molière et à Corneille, sinon peut-être même au théâtre grec, mais il y a essentiellement une structure archétypale de la compréhension historique qui se passe toujours en 3 actes. Et c'est toujours vers la fin du 2e acte, au début du 3e acte, que le héros est mis en difficulté énorme, et là, il fait quelque chose d'extraordinaire et il gagne, etc. Ou, dans les tragédies, il meurt et puis les choses se passent d'une autre façon. Mais même si on regarde l'Odyssée d'Homère, c'est ça également. C'est tout le retour d'Ulysse, Odysseus, hein, et puis ensuite, il faut qu'il revienne à certaines choses pour reconquérir sa Pénélope. Mais c'est toujours la même histoire. Et je crois que Trump, quelque part, lui, il est rempli de ceci. Il ne faut pas oublier que c'est une personnalité du spectacle et il comprend la communication dans ce sens-là, mais il est obligé de la traduire sur une durée plus longue. Et focaliser sur l'Elise Epstein, pour lui, ça pourrait occulter ce qu'on peut faire réellement. Et c'est là où je passe à mon sujet supplémentaire. Là, ce que le DOJ, le département de la justice de Trump, est en train de faire en ce moment, il est en train d'annoncer que pendant toute l'ère de Biden, il y a eu des enfants qui ont traversé les frontières pour entrer en Amérique et ils n'avaient pas de parents. Il n'y avait que les coyotes qui les amenaient, qui balançaient les enfants, etc. Et c'était par centaines de milliers. Dans certains cas, on sait qu'il y en avait peut-être même plus de 500 000. Et ces enfants-là ont été placés dans des familles d'accueil à travers tous les États-Unis, quelque part aux États-Unis. Le drame aujourd'hui, et là, je ne vais pas dire que j'ai des preuves, mais je vais demander à chacun de réfléchir, d'imaginer que dans l'état actuel des choses qui existent dans le monde, où il y a de l'immoralité d'une intensité qui est phénoménale, aujourd'hui, il n'y a aucune trace administrative pour la moitié d'entre eux. C'est-à-dire, c'est pour environ au moins 250 000 enfants, l'administration Biden a perdu les traces. On ne sait pas où ils sont. Alors, on peut supposer tout. On peut supposer que d'un seul coup, il y a eu une autorisation de trafic d'enfants, ou même une organisation de trafic d'enfants dans ce genre. Parce que si on n'arrive même pas à remettre la place. Et ça, pour moi, ça, c'est un boulot sur lequel doit se pencher Kash Patel et toute son équipe, plus que toute autre chose. Parce que, d'accord, on peut punir des Bill Clinton ou des Prince Andrew ou d'autres personnes pour ce qu'ils ont fait avec Epstein. Mais là, on est en train de parler de centaines de milliers d'enfants aujourd'hui qui restent en danger. Tous les jours, on voit certains qui sont libérés et il y a des réseaux qui sont arrêtés, qui sont liés aussi bien à la drogue que trafic d'enfants,
qu'à la prostitution organisée, etc., sans parler de tout le trafic d'humains qui est en train de continuer à se faire par le biais de l'Ukraine et qui est hyper lucratif. Je rappelle à tous ceux qui ne le sauraient pas que le plus grand commerce qui a jamais existé depuis la nuit des temps et le plus cher, c'était le commerce d'esclavage. Même pendant des siècles, on calculait ce qu'on appelle aujourd'hui le produit intérieur brut d'un pays par le nombre d'esclaves qu'ils avaient, parce que c'était ça qui avait le plus de valeur. Eh bien, aujourd'hui, même si on n'appelle pas ça de l'esclavage, ça l'est. Le trafic humain, c'est ça. Et donc, c'est des choses qui continuent parce qu'il ne faut pas sous-estimer le degré d'immoralité de certaines personnes au pouvoir. Donc ça, c'est un point focal qui existe et qu'on a besoin de suivre, à mon avis, plus que le nombre de fois que Bill Gates, on sait que c'est un pourri, mais amener toutes les preuves pour qu'il se retrouve en tôle ne résoudra pas des problèmes de personnes qui actuellement sont en train d'être trafiquées. Et donc, voilà ma conclusion par rapport à ceci. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que c'est un sujet effectivement important et je peux annoncer que j'aurai le plaisir d'accueillir, je ne sais pas quand encore, bientôt Arnaud Develay qui était à un événement important, il en dira plus, c'est-à-dire la 3e remise des prix annuels de la fondation Émile Sheshko à Minsk, qui s'occupe principalement donc des problématiques soulevées par le trafic d'enfants. Donc, il pourra parler des informations auxquelles il a eu accès, du travail qui est fait par ce groupe depuis un bon moment, et on pourra le développer sur le sujet de la plaque tournante, pas en termes uniquement de corruption, mais de trafic, que représente malheureusement l'Ukraine, non pas aujourd'hui, mais depuis bien longtemps. Oui. Ça a été un territoire réputé pour ces sujets-là. Donc, je pense qu'effectivement, il faut pouvoir savoir un petit peu compartimenter les sujets. Si je devais répondre aussi sur le sujet Epstein, moi, la question finale que j'avais posée sur le positionnement politique, c'est une question que je me pose de plus en plus sérieusement. La différence entre être un commentateur, un observateur d'un pays auquel on appartient ou non, ce qui déjà apporte une très grande différence, et ensuite être un acteur avec des responsabilités. Certes, on aimerait, dans un monde idéal, pouvoir amener justice partout où cela est possible, contre tous ceux qui le méritent, mais peut-être que face à des thématiques qui demandent du temps, de la préparation, avec des moyens qui peuvent être limités, avec des pièges sur le chemin, il faut être capable de faire preuve de plus de pragmatisme, donc ça peut représenter se salir les mains aux yeux de certains, mais c'est un sacrifice pour un potentiel plus grand bien. Quand je dis plus grand bien, là, moi, sur le sujet Epstein, comme je l'ai dit, on ne peut pas, je pense, défendre l'administration Trump par rapport aux promesses initiales. Et on ne peut que espérer, c'est la situation face à laquelle on est, on ne peut que espérer que le sujet évolue. Et là, il semblerait que, avec la logique de Donald Trump, qui est de vouloir combattre ses ennemis politiques, tant mieux, parce qu'il semblerait que ces ennemis politiques correspondent aussi à des ennemis plutôt en commun, c'est-à-dire la pensée du camp démocrate, la pensée des camps qui peuvent représenter le wokisme, le LGBTisme, qui ont pu développer une pensée mondialiste, cosmopolite, etc. Donc, il y a une sorte de connivence politique qu'on peut retrouver, mais on n'est que face à de l'espoir. Et peut-être qu'il faut avoir moins d'engagement émotionnel lorsqu'on regarde ces actualités, sinon on ne peut que souffrir. Mais je suis d'accord avec toi. Et la façon dont je résumerai ça, c'est par une histoire très simple. Si on est dans les tranchées, en pleine bataille, en pleine guerre, le rôle d'un sergent ou d'un lieutenant ou d'un capitaine ou d'un colonel ou d'un major ou d'un général même, c'est de faire tout le possible pour qu'il perde le moins de gens possible et qu'il gagne la bataille. Là, ce n'est pas de passer du temps pour blâmer quelqu'un qui a perdu la dernière bataille. Parce que ça, c'est sûr, si on passe du temps pour blâmer qui a perdu la dernière bataille, la bataille d'une guerre d'avant ou de l'année d'avant, etc., ben, il n'y aura pas tout le focus sur le fait de gagner la bataille actuelle. Ça a été un débat dans l'histoire française qui est très complexe. C'est aujourd'hui,
Je dis pas pour tout le monde. Mais pour l'histoire telle qu'elle est racontée dans les termes officiels, Pétain était un héros de la Première Guerre mondiale et c'était un collaborateur à blâmer pendant la Deuxième. Alors que si on approfondit les choses, on comprend qu'il y avait une cohésion bien plus grande. Mais la façon dont les gens ont d'analyser toujours des choses passées pour transformer l'histoire afin qu'elle colle à leur idéologie, ça c'est honteux. Et je crois que, je vais être franchement vulgaire par rapport à ça, mais Trump en a que foutre de ça. Ce que ses ennemis vont penser, parce qu'il ne les respecte pas. Il va les traiter de gens mauvais, et ils le sont. Parce que pour eux, ils vont utiliser tout à des fins personnelles, idéologiques, pour s'avancer dans leur carrière ou de quoi que ce soit, et mettre de côté ce qui a besoin d'être fait à un moment donné. Voilà. Mais très bonne conclusion. Et je rajouterai un dernier élément pour pas qu'il y ait de confusion. En tout cas, je suis curieux de l'avis des spectateurs sur ces différents points de vue. C'est que, bien sûr, lorsqu'on aborde ce sujet de la mobilité du point de vue, qui amènerait donc des positionnements, du temps dépensé qui pourrait donc varier ou être revu, ne veut pas dire oublier une affaire. Je pense d'ailleurs que la meilleure des positions à avoir, c'est de rester sur les fondamentaux de l'affaire Epstein. Je rappelle que j'ai fait un entretien qui m'avait surpris sur ce point-là, pour être honnête, avec donc Scott Horton de antiwar.com. Et lorsque je l'ai interrogé sur l'affaire Epstein, nous avons eu la chance d'avoir l'excellent travail de faits et documents. Lorsque le livre noir de Jeffrey Epstein est sorti, ils ont épluché le livre noir pour les contacts français pour faire un point complet sur la partie très étrange du réseau Maxwell, père, fille, et le réseau Epstein en France, que ce soit à Paris, près de l'ambassade, son appartement, etc. Et quand je lui avais posé une question sur Epstein, il m'avait expliqué que des journalistes devraient faire un travail pour apporter plus d'informations, ce qu'ils n'en avaient pas. Et ce qui m'avait honnêtement très surpris de la part de quelqu'un comme Scott Horton. Mais bref, ce n'est pas le sujet là du jugement, c'est savoir revenir aux fondamentaux pour présenter les problèmes objectifs d'une affaire et de maintenir ce discours-là parce que malheureusement, nous sommes ensevelis de problématiques, certaines qui sont directes parce qu'elles sont sur notre sol, notre territoire. En l'occurrence, nous sommes français, et d'autres qui sont des problématiques qu'il faut le reconnaître, qui sont plus indirectes. Ce n'est pas le cas là de Jeffrey Epstein, où il y a un lien direct avec la France, mais c'est savoir compartimenter et dépenser l'énergie qu'il faut sans abandonner, mais sans forcément aller vers une direction qui deviendrait de plus en plus stérile, qui nous amènerait à se retrouver comme radicalisés, et surtout, on serait utilisé de par l'énergie qu'on dépense pour ridiculiser une affaire qui est importante. Car à la fin, ce serait uniquement des millions de personnes qui peuvent expliquer avec des mèmes sur Internet qu'il n'y a toujours pas de liste qui est sortie. Je pense que pour le commun des mortels qu'on cherche à convaincre, ce n'est peut-être pas le meilleur angle, et cette ridiculisation qu'il y a petit à petit, malheureusement risque de devenir efficace pour enlever l'intérêt qu'on pourrait développer sur ces affaires. Voilà. Absolument. Un peu la conclusion. Dans tous les cas, merci pour cette chronique jaune. Alors, je découvre aussi que mon micro initialement n'était pas bon, donc désolé si mon son n'était pas correct. Là, j'ai corrigé mon son de micro. On peut conclure cette matinale, parce que voilà, c'est la conclusion également donc, de cette grande matinale du mercredi. Je le rappelle, John de la chaîne Point de Rupture, qui nous fait le plaisir d'être là tous les mercredis. Vous avez également sa chaîne pour découvrir ses analyses régulières sur sa chaîne des points d'actualité géopolitique, sociétaux américains, français, etc. Une énorme plus-value que je considère, et là je pense que vous pouvez le voir à chaque fois avec les entretiens que l'on peut faire. Voilà, un dernier mot peut-être, John, avant qu'on conclue même la matinale. Non, très bien, je crois que tes mots de conclusion étaient parfaits. Bon, et voilà. Merci. Dites-nous ce que vous en pensez, chers spectateurs. Pensez à mettre le pouce, à partager la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine avec John, mais dès demain pour la prochaine matinale avec Nicolas Stocker. Bonne fin de matinée à tous. Ciao, ciao. Et si vous pouviez faire fructifier votre épargne sans y passer des heures ? Entre les taux qui baissent, les frais qui grimpent et le temps qui manque, épargner intelligemment semble compliqué. Mais grâce à la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde, c'est simple. Chaque mois, nos experts décryptent pour vous les meilleures stratégies financières, les placements malins et les solutions pour faire grandir votre épargne sans prise de tête. Vous aurez accès à des conseils concrets, des analyses pointues et des solutions adaptées à votre profil. Parce que votre argent mérite d'être bien placé. Abonnez-vous à la revue mensuelle de Géopolitique Profonde et reprenez le contrôle de votre épargne.